Auditrices et auditeurs de Radio Massabielle, bonjour. Le thème que nous développons pour vous ce matin est la profitation. P, W, O, F, I, T, A, T, I, O, N. Donc c'est en créole. Le sujet est délicat, mais en ce temps de carême où les chrétiens veulent toucher quelques points sensibles de leur vie chrétienne, nous l'abordons, espérant apporter quelques pistes de réflexion et de conversion pour tous. Monsieur Edmond Lanclas, proviseur de lycée à la retraite, va présenter le sujet avec moi. Je suis le père Vincent de Paul, curé de la paroisse de Grandbourg de Marie-Galante. Nous présentons le point en 7 grandes articulations. La première articulation est l'origine du mot. Deuxième articulation, la définition du mot. Quatrième articulation, les conséquences de la profitation. La cinquième articulation, le point de vue de l'Église. La sixième articulation, les solutions pour lutter contre la profitation. Et la dernière articulation, comment se prémunir de la profitation. Première articulation, l'origine du mot. Le mot profitation est né du mouvement de grève générale en 2009, organisé par les syndicats de Guadeloupe contre l'exploitation outrancière capitaliste, entretenue selon eux par le gouvernement, qu'ils ont qualifié une fois de plus de colonialiste. Deuxième articulation, la définition. La profitation est l'exploitation, l'abus, le profit exagéré sur le dos d'un tiers. Si l'exploitation, l'abus, le profit sont des situations courantes de nos jours, l'expression profitation met davantage en évidence la souffrance ressentie par ceux qui la subissent. L'objectif de cet exposé est de permettre aux chrétiens ou non d'identifier la profitation telle qu'elle existe de nos jours, d'en voir les conséquences pour lui et la communauté, et de pouvoir trouver les outils pour s'en prémunir en tant qu'acteur et de trouver des ressources pour y faire face en situation de victime. Je laisse maintenant le soin à M. Edmond Lanclas de poursuivre le développement des 3 articulations que je vous ai présentées. Alors, le traitement du sujet sur la profitation nécessite que nous puissions identifier cette profitation. On retrouve la profitation d'abord entre les États. L'actualité nous offre un bel exemple de profitation d'un État envers un autre. C'est le cas de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Toute une population qui est prise en étau dans une guerre dont elle n'est pas responsable, sinon de représenter un danger selon le gouvernement russe. Alors, je dirais que le gouvernement russe n'a pas l'exclusivité de cette profitation, puisqu'on sait que jadis, notamment les États-Unis, se sont comportés de la même façon vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis de l'Irak. On sait également que l'OTAN a eu des comportements similaires vis-à-vis de la Yougoslavie. Les interventions de l'OTAN à Belgrade, et notamment en Libye récemment, montrent que la Russie n'est pas le seul pays à avoir eu ce comportement de profitation d'un État vers un autre. Alors aujourd'hui, subsistent à côté de cela d'autres situations. C'est le cas de l'Afrique qui est toujours maintenue sous domination européenne.
toute la richesse africaine est aux mains de grands groupes occidentaux sans que la population locale ne puisse toujours en profiter. Il en ressort un grand paradoxe entre la richesse du pays et les conditions de vie de sa population. Dans l'histoire, l'une des plus grandes profitations demeure l'esclavage, où des milliers d'Africains ont été réduits en esclaves par les pays occidentaux à travers des entreprises commerciales dont l'activité était la vente d'esclaves. Toujours entre États, autre profitation historique, l'extermination des Juifs et l'appropriation de tous leurs biens par les nazis. La profitation se retrouve également de l'État envers ses sujets. C'est le cas de certains régimes où les populations indigènes sont sacrifiées au profit des groupes industriels et commerciaux. C'est le cas en Australie, par exemple, où le territoire aborigène est détruit pour favoriser l'exploitation des mines de fer. C'est tout l'avenir d'une population qui est menacée car coupée de sa culture, de ses racines et de ses terres. Ou encore des populations sacrifiées au nom d'une idéologie, et dans certains cas, cette profitation peut aller jusqu'à l'extermination des victimes. Cela s'est vérifié dans certains pays communistes où, au nom d'une idéologie, toute une frange de la population est massacrée. Rappelons-nous les purges staliniennes ou encore le régime de Pol Pot en Thaïlande. L'exploitation, la profitation peut être également intrasociétale. Cette forme d'exploitation peut aller jusqu'à l'établissement d'une nouvelle forme d'esclavage, telle qu'on peut la retrouver dans des pays d'Amérique latine, où les paysans pauvres sont exploités par des propriétaires dans les champs et dans les mines. Dans le cas des sous-continents indiens ou au Pakistan, les paysans vivent dans des structures féodales, aux mains des castes nobles. Dans ces structures sociales, la hiérarchie s'étend du propriétaire vers les classes inférieures, en perdant chaque fois de sa consistance jusqu'aux simples travailleurs auxquels il ne reste que le droit de tout accepter. Ces structures pyramidales se caractérisent par une perte de droits au fur et à mesure qu'on se rapproche de la base. Ainsi, les tâches les plus dures et la pitance la plus maigre est réservée aux enfants, à l'épouse et aux chefs de famille de l'étage la plus basse de la société et qui appartiennent tous aux propriétaires car faisant partie de ces meubles. Dans certaines contrées, le propriétaire a pratiquement le droit de vie et de mort sur son sujet. Si cette situation n'est pas tolérée par le droit écrit, les pratiques font que les sanctions ne sont jamais prises contre les auteurs de ces crimes. Le cas qui nous intéressera le plus sera certainement le cas de la Guadeloupe. Comme celui des autres DFA, ici le sentiment de profitation a des origines diverses. Premièrement, un contexte historique où le refus de la France de prendre en compte clairement la période d'esclavagisme ne permet pas aux descendants d'esclaves de se libérer de cette question. Il faut reconnaître que la loi Taubira a fait naître des espoirs qui n'ont pas donné lieu à des décisions satisfaisantes. La prise en compte de l'esclavage dans les livres d'histoire, dans l'éducation, la problématique de la commémoration ainsi que celle de la réparation sont autant de sujets qui sont encore sans solution satisfaisante pour ceux qui se battent contre l'oubli. Rappelons tout de même que dès 1680, l'Église a été la première à soulever la question de la réparation par la voix de deux moines capucins, Épiphane de Moiran et Francisco de Jaca, qui ont dit dès cette époque que les maîtres devaient réparation aux esclaves qu'ils ont fait travailler gratuitement. Le deuxième contexte plus actuel, toujours concernant la Guadeloupe, ce sont les grandes enseignes locales ou souvent franchisées. Ils profitent du contexte économique et commercial, soit pour pratiquer des prix très élevés ou encore sous-rémunérer leurs employés. Pour mémoire, les prix d'une brosse à dents et d'une paire de baskets avaient été pris en exemple en 2009 pour illustrer l'écart de prix entre la métropole et les Antilles. Ces mêmes entreprises, souvent dans l'import-export, pour assurer leurs profits, pratiquent une politique commerciale dont la production locale est la première victime et avec elle les petits propriétaires et les travailleurs de ces petites exploitations. De plus, le commerce des produits nécessaires
à la production locale est aux mains des grandes entreprises qui sont elles-mêmes souvent distributeurs de la production locale. Les grandes entreprises se retrouvent alors vendeurs et acheteurs par rapport aux petits exploitants qui n'ont pas de poids face à la puissance financière qu'elles représentent. Cela montre de quelle façon certaines entreprises ont verrouillé les marchés en les contrôlant en amont et en aval. Que dire des lolos qui subissent la loi du marché imposée par les grandes surfaces? Troisième contexte, la présence de personnes de type caucasien à la tête de toutes les grandes administrations, alors que de nombreux diplômés antillais sont obligés de s'expatrier pour trouver du travail, soit dans l'Hexagone ou aujourd'hui sur tous les continents. Quatrième contexte, l'arrogance, voire le mépris affiché par les métropolitains nouvellement arrivés, désormais installés dans nos îles, face à nos coutumes ou à des éléments de l'économie rurale. C'est ainsi que des plaintes sont désormais déposées contre les propriétaires des coqs qui chantent trop tôt le matin dans les campagnes, ou encore contre la traditionnelle voiture à pain qui annonce son passage le matin. Un sentiment de désappropriation de son identité et de son histoire apparaît désormais en réponse à ce qui se vit comme une véritable agression par la population. Certains allant jusqu'à dire que, non content d'avoir contraint nos ancêtres à l'esclavage, aujourd'hui, l'homme blanc veut nous déshumaniser à sa façon. Un autre contexte, le ressenti d'une part de la population qui attribue à l'État une certaine complicité dans ce dispositif. Elle a l'impression que l'État laisse faire. C'est d'ailleurs ce sentiment qui a prévalu lors de la grève de 2009. L'État est caractérisé par ceux qui revendiquent d'État colonialiste, car ils l'estiment responsable de la souffrance du peuple, au même titre que les entreprises. C'est une revendication très ancienne qui a véritablement émergé après les événements de mai 1967, quand des képis rouges avaient tiré sur des Guadeloupéens, ouvriers du bâtiment venus revendiquer une augmentation de salaire, faisant ainsi une centaine de morts sans que la lumière ne soit jamais faite sur cette histoire. Le mouvement indépendantiste encore moribond à l'époque avait été démantelé et ses membres traduits devant les tribunaux, l'un lors d'un procès délocalisé à Paris. Même si ce mouvement n'avait pas tout à fait bonne presse auprès de la population, le fait de tuer des Guadeloupéens a fait naître à côté de la peur une situation inconfortable, particulièrement chez les départementalistes qui, tout en avalisant la thèse de l'État, ne pouvaient ignorer le massacre perpétré contre des Guadeloupéens non armés pour la plupart. Sixième contexte, les travailleurs haïtiens qui ont pu saisir l'opportunité pour sortir de la pauvreté à cause de la rareté de la main-d'œuvre en Guadeloupe, du fait du désintérêt de la jeunesse pour les tâches manuelles, sont aujourd'hui vus par certains Guadeloupéens comme des profiteurs. Pour rappel, vers les années 1970, un blanc pays à la tête d'une armée de Guadeloupéens avait organisé un pogrom anti-dominicain. De nombreuses personnes originaires de l'arc dominique avaient été agressées par une foule en colère. En réalité, la migration dominicaine jadis, comme celle des Haïtiens aujourd'hui, a généré l'apparition d'un sentiment xénophobe à l'écart des nouveaux arrivants, avec pour conséquence des crises identitaires, des conflits d'appartenance et des problèmes de désinsertion sociale. C'est un sentiment qui perdure encore, particulièrement dans les basses couches de la société, où l'on voit désormais le travailleur haïtien comme celui qui vient nous prendre notre travail et notre économie. L'apparition de nouveaux commerçants haïtiens dans les rues de Pointe-à-Pitre depuis quelques années n'a pas plaidé en faveur de l'apaisement. Au contraire, elle n'a fait que renforcer ce malaise. De même, les grandes crises haïtiennes, séismes, cyclones, instabilité politique, ont momentanément calmé cette perception des choses sans pour autant les faire disparaître. Une certaine solidarité naît spontanément dans ces circonstances, mais elle rappelle tout de même que l'haïtien serait mieux s'il restait chez lui. Venons-en à la religion catholique, qui, elle aussi, est concernée par la profitation. L'Église, quant à elle, doit encore s'occuper d'une profitation qui lui est propre et qui a été récemment mise au grand jour, c'est le phénomène de la pédophilie.
En effet, durant de nombreuses années, des prêtres et d'autres personnes détenteurs de l'autorité au sein de l'Église ont abusé des jeunes qui leur étaient confiés. L'Église en mesure aujourd'hui la gravité, au point qu'elle ne lésine pas sur les moyens pour endiguer ce mal qui la gangrène. Si l'Église est cause de profitation, elle en est également la victime. Le désintérêt et la non-application de la mission que confèrent les sacrements aux chrétiens ne constituent-ils pas une forme de profitation? Alors, l'exemple des confirmés qui, une fois le sacrement reçu, ne prennent aucune part à la vie de l'Église, alors que des structures comme les scouts, les cœurs vaillants, les âmes vaillantes existent, bien et bien. Un autre exemple, l'éducation chrétienne fait partie de la responsabilité des parents. Ne pas la dispenser en direction de ses enfants pour qu'ils soient envoyés en mission n'est-elle pas également une forme de profitation? Venons-en à l'exploitation intrafamiliale. Souvent très insidieuse, car la victime se sent un devoir à l'égard de son exploiteur. C'est le cas de l'époux ou de l'épouse en direction du conjoint, ou encore des beaux-parents en direction du gendre ou de la belle-fille. Elle peut prendre diverses formes, elle peut être financière ou physique. C'est également le cas d'un parent ou des deux en direction de l'enfant, surtout dans des cas d'adoption. Les cas de mauvais traitement relevés dans la presse ou traités par les tribunaux sont monnaie courante. Il existe également le cas des enfants en direction des parents âgés en général. Elle est surtout financière et on assiste à une appropriation pure et simple des revenus sans que le minimum ne soit laissé à la victime qui vit de la générosité des amis, des voisins ou des autres parents. La violente exploitation de la nature par l'homme est également une source de profitation. L'utilisation des pesticides pour augmenter la rentabilité ou protéger les productions agricoles est une pratique répandue dans toutes les régions où se pratique une agriculture intensive. Mais généralement, dès l'apparition de conséquences nocives pour l'homme et son environnement, des lanceurs d'alerte obtiennent de la réglementation que l'usage de ces produits soit suspendu. En Guadeloupe comme en Martinique, l'utilisation de la chlordécone a été maintenue bien au-delà de son interdiction sur le sol métropolitain. Il est vrai que cette prolongation a été le fruit d'une demande faite par les producteurs locaux de bananes, mais il revient à l'État de garantir la sécurité des populations. Il ne peut en aucun cas se soustraire à ses obligations en prétextant que la demande était locale. C'est ainsi que plus de 5 000 hectares sur les 34 500 hectares de terres cultivables sont contaminés par la chlordécone, avec comme conséquence des maladies professionnelles pour les ouvriers souvent non reconnus ni par les entreprises ni par l'État, avec une forte prévalence du cancer de la prostate. C'est également la contamination des terres, de l'eau, des poissons de la bande littorale, à terme de la population. On assiste également à la raréfaction des terres cultivables et l'appauvrissement des petits exploitants qui ne peuvent ni cultiver ni produire. C'est la rareté des produits locaux qui entraîne une augmentation des prix de ces produits, ce qui les rend moins compétitifs sur le marché face aux produits d'importation. Et enfin, le sexisme, le racisme et les autres discriminations sont également des formes de profitation. Ces comportements peuvent-ils être considérés comme profitation? Oui, c'est la mise à l'écart d'un individu face à un emploi ou un bien pour des raisons de race ou de sexe. Cela témoigne de l'abus de pouvoir dont use son auteur pour discriminer l'autre. Cette situation est généralement source de souffrance, une souffrance qui peut être extrême quand le bien, l'emploi ou toute autre situation dont a été privée la victime est nécessaire pour sa vie, son existence ou celle de ses proches. Les populations afrodescendantes sont habituées à ces situations, particulièrement quand ils doivent séjourner en métropole. La recherche de logement, de travail, est un parcours souvent émaillé de refus à caractère raciste. Ou alors citons le cas de l'Afrique du Sud, pays peuplé en majorité de Noirs et qui a été longtemps considéré comme le pays de l'apartheid. Les Blancs, les Afrikaners, régnaient sans partage.
après un long séjour en prison pour des actions menées contre l'administration en place, la réconciliation prônée par Nelson Mandela a porté ses fruits. L'apartheid est aboli et Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Malheureusement, il existe encore des pays de population noire où la fonction de présidence de la République ne peut échoir à un noir. En conclusion, la profitation est bien présente par le monde. Malheureusement, les victimes les plus nombreuses se situent bien dans les couches les plus basses de la société. C'est ce que disait le pape François dans sa méditation à l'occasion de la journée de la paix. Aujourd'hui encore, comme au temps des anciens prophètes, la clameur des pauvres et de la terre ne cesse de l'élever pour implorer la justice et paix. Car en effet, la paix est bien la première victime de la profitation, la paix du cœur, la paix entre les hommes. Maintenant, il s'agit de voir quelles sont les conséquences de cette profitation. En préambule, il faut remarquer que le résultat de la profitation, donc ses conséquences, dépendent de la situation politique, sociale et économique du territoire concerné. Si les formes dures de l'esclavage ont quasiment disparu, sauf dans des contrées lointaines, ou encore dans des structures isolées, l'exploitation de l'homme par l'homme n'a plus le caractère brutal de jadis, mais souvent revêt des formes plus souples où la souffrance de la victime n'est pas moins présente. Le développement de l'industrie et des nouvelles technologies était censé soulager l'homme au travail et lui assurer un certain épanouissement. La conséquence de cette avancée est palpable dans les conditions de travail, où la pénibilité a presque disparu, mais elle n'a pas rendu le travail plus heureux puisque d'autres contraintes sont apparues. Des contraintes liées au marché et qui demandent d'énormes sacrifices à l'employé, qui souvent n'a pas le choix pour garder son emploi. La profitation se situe donc dans la vie de tous les jours, sous l'effet des décisions économiques, sociales et de justice, dans le travail et dans les relations diverses. Il en découle un certain mal-être qui circule au sein de la famille, du quartier, de la ville, du pays. Pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, les conséquences sont celles que nous avons connues en 2009 avec des débordements parfois bien éloignés des objectifs poursuivis, mais qui traduisent la souffrance, le ras-le-bol des contestataires. Elle influe sur la vie des citoyens, des entreprises, de l'administration publique, avec le blocage des routes, des services, des entreprises. Les conséquences peuvent être encore plus graves. Les actions peuvent détruire les biens ou porter atteinte à la vie des auteurs visibles de cette profitation. Bien entendu, il existe encore d'autres dérives qui sont périphériques à cette situation. C'est notamment l'attitude des syndicats à la manœuvre qui usent de toutes les armes pour mobiliser et intensifier les actions. Globalement, cette situation, loin d'apporter une amélioration du système, ne fait que poser une rustine pour cautériser la plaie et calmer la douleur. La raison en est simple, et elle s'est vue en 2009, le manque de préparation de ces manifestations dans leur phase de négociation, qui ne concerne généralement que du court terme, et la difficulté de trouver le bon interlocuteur devant leur multiplicité à cause des lois de décentralisation qui a diversifié les compétences, rendant les négociations difficiles et insatisfaisantes par rapport aux vraies exigences de la situation. La période post-manifestation est un temps de réparation, souvent dans la douleur, parce que c'est à ce moment que se chiffre l'ampleur des dégâts pour un gain souvent médiocre. La douleur est encore plus grande quand elle ne produit pas du découragement et de la résignation, ce qui radicalise les positions dans un cas comme dans l'autre. À l'avenir, nombreux sont ceux qui ne s'allieront pas au prochain mouvement ou qui, au contraire, prendront des positions encore plus catégoriques. En conclusion, la raison de la persistance de cette profitation est liée au fait que le terrain politique dans les Antilles lui est favorable. Comme nous l'avons vu précédemment, la population est totalement désarmée quand il faut trouver, dans l'arsenal législatif et juridique, des armes pour la faire cesser. La conséquence de la population devrait pousser la population et les décideurs politiques à imaginer un dispositif législatif qui soit plus protecteur pour le citoyen et pour le travailleur.
Maintenant, il s'agit de voir le point de vue de l'Église, et c'est ce que va développer le Père Vincent. Le point de vue de l'Église. Les éléments qui caractérisent la profitation sont tous pris en compte à travers le décalogue. La doctrine sociale de l'Église prend en compte la dignité de l'homme et enseigne les exigences de la justice et de la paix, conformément à la justice divine. Catéchisme de l'Église catholique, 2428. Chaque homme doit pouvoir puiser dans le travail des moyens de subvenir à sa vie et à celle des siens et de rendre service à la communauté humaine. L'homme met ses talents à disposition de l'entreprise de façon à contribuer à une abondante pour tous et pour recueillir les fruits de ses efforts. Le travailleur doit se voir offrir des conditions normales pour l'exercice de ses talents. Catéchisme de l'Église catholique, 2401, dit ceci à propos du 7e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Le vol est souvent le résultat de la profitation. Elle en est d'ailleurs encore plus souvent l'un des objectifs. Le vol ne concerne pas que les biens. Elle peut priver la victime de ses droits, de sa culture, de son identité. L'Église nous dit que Dieu a créé la terre et l'a confiée avec toutes ses ressources à la gérance commune de l'humanité pour qu'elle en prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Le droit à la propriété privée acquise par le travail ou reçue par héritage n'abolit pas la donation originelle. L'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais considérer les choses comme n'appartenant qu'à lui. Il n'en est que l'administrateur de la providence pour le faire fructifier et le partager avec autrui et d'abord avec ses proches. Ce principe, s'il est respecté, mettrait l'homme et l'humanité à l'abri du vol. Les raisons du vol n'ont aucune incidence sur le fait qu'il soit prohibé, sauf si le refus opposé par le propriétaire est contraire à la raison. Toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d'autrui est contraire au 7e commandement. C'est ainsi que la fraude dans le commerce, les salaires injustes, les prix prohibitifs et bien d'autres formes de profitation sont bien condamnées par l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique, 2426, à propos de la vie économique et la justice sociale, dit ceci. La vie économique ne vise pas seulement à multiplier les richesses ou la puissance. Elle est d'abord ordonnée au service des personnes, de l'homme tout entier et de toute la communauté humaine. Elle ne doit être en aucune façon génératrice de profitation. Les responsables d'entreprises portent devant la société la responsabilité économique et écologique de leurs opérations. Ils sont tenus
au regard de l'Église, de considérer le bien des personnes et non pas seulement l'augmentation des profits, même si ce sont nécessaires, car ils permettent de préserver l'outil et de pérenniser les emplois. Par ailleurs, le travail prolonge l'œuvre de la création. L'homme créé à l'image de Dieu est appelé à œuvrer les uns avec et pour les autres pour créer et produire. Le travail est donc un devoir. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, nous dit l'apôtre Paul dans le 2e livre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. L'Église condamne ainsi le travailleur qui ferait de la profitation à son employeur en refusant de travailler pour le salaire qui lui est versé. Catéchisme de l'Église catholique 2437 dit ceci à propos de la justice et de la solidarité entre nations. Sur le plan international, l'inégalité des ressources et des moyens économiques est telle qu'elle provoque entre les nations un véritable fossé. Il y a d'un côté celles qui détiennent et développent les moyens de la croissance et de l'autre, celles qui paient les dettes. Diverses causes de nature religieuse, politique, économique et financière confèrent aujourd'hui à la question sociale une dimension mondiale. L'absence de solidarité entre les nations ne permet pas d'enrayer les mécanismes pervers qui font obstacle au développement des pays moins avancés. C'est le cas des politiques pratiquées en Afrique. Il faut substituer à des systèmes financiers abusifs, à des relations commerciales iniques entre nations, à la course aux armements, un effort commun pour mobiliser les ressources vers des objectifs de développement moral, culturel et économique. Si, après la guerre froide, les blocs de l'Est et de l'Ouest avaient fait cause commune autour de la question du développement, au lieu de s'engager dans une course à l'hégémonie, on n'aurait pas connu ces conflits entre blocs qui ont conduit d'abord à l'occupation de la Crimée et aujourd'hui à celle de l'Ukraine et de bien d'autres pays dans le monde. Le catéchisme de l'Église catholique 2464 à propos du 8e commandement, « Tu ne témoigneras pas forcément contre ton prochain », explicite, on sait que l'une des armes des auteurs de profitation est de travestir la vérité. Tout acte ou entreprise humaine bâtie sur une absence de vérité n'est que duplicité, simulation et hypocrisie. Il s'ensuit assurément une perte de confiance qui peut aboutir à une grande souffrance. C'est le ressenti de nombreuses personnes qui ont souffert des tergiversations du gouvernement, notamment à propos des masques dans la lutte contre le Covid-19. Le mensonge est donc une offense faite à l'homme, mais également à la vérité. Mentir, c'est agir contre la vérité pour induire en erreur celui qui a le droit de le connaître. En blessant l'homme de cette manière,
on blesse également la relation de l'homme à la vérité. La conséquence d'une telle attitude est la privation de connaissances à des fins mercantiles ou en vue d'une forme d'aliénation pour mieux réduire l'autre à la servilité. Le catéchisme de l'Église catholique 2534, à propos du 10e commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain, explicite. Ce commandement défend la cupidité déréglée née de la passion immodérée des richesses et de leur puissance. On touche là à l'une des raisons essentielles de la profitation. Saint Augustin voyait dans l'envie le péché diabolique par excellence. De l'envie naissent la haine, la joie causée par le malheur du prochain et le déplaisir causé par sa prospérité. Ce dernier élément n'est-il pas un des ingrédients qui, sans être directement la cause de la profitation, est tout de même une composante essentielle. L'appropriation inégale des moyens de production, parfois simple moyen de survie de l'autre, est une autre pratique courante. Elle suppose en effet une dureté de cœur qui banalise la souffrance de l'autre. Lorsque le prophète Nathan voulut stimuler le repentir du roi David, il lui conta l'histoire du pauvre qui ne possédait qu'une brebis traitée comme sa propre fille, et du riche qui, malgré la multitude de ses troupeaux, enviait le premier et finit par lui voler sa brebis. Quelle solution pour lutter contre la profitation? À l'échelle du monde, entre les États, les enjeux sociopolitiques rendent ce contexte de plus en plus compliqué à traiter et les solutions à mettre en œuvre sont liées aux intérêts et aux enjeux internationaux. Au sein de la société, la prise en compte des préceptes de l'Église est de nature à protéger contre la profitation. Que faire puisque peu nombreux sont ceux qui viennent écouter et observer les enseignements de l'Église? Aujourd'hui, la France compte environ 50% de catholiques contre 78% vers les années 1980 et seuls 6% de cette population se déclarent pratiquantes, participent aux offices et aux sacrements. Dans notre chère Guadeloupe, heureusement, nous pouvons noter qu'il y a une grande partie de la population qui s'intéresse à la vie de l'Église, mais il faut reconnaître aussi qu'elle est en baisse. Les adultes, c'est alors au pouvoir politique de doter la société de règles et d'en garantir le respect. Pour les jeunes, la famille a un rôle qui lui est naturellement dévolu dans l'éducation des jeunes populations. Une bonne éducation est un formatage qui dure et qui conditionne l'avenir de l'individu. Mais la famille doit elle-même se ressourcer continuellement pour être porteuse de bonnes valeurs. L'école devrait être d'un grand secours, mais elle développe des idées élitistes qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'individu qui n'aura pas su accompagner son développement social de valeurs humaines convenables. Le monde associatif a également une mission éducative à faire valoir envers les jeunes, à condition de ne pas sombrer dans l'exigence de performance à tout prix, où on observe alors une mise à l'écart des règles de vie et des valeurs pour satisfaire le désir de grandeur des dirigeants. Mais jeunes et moins jeunes sont les acteurs d'une même réalité.
Ils doivent œuvrer ensemble pour parvenir à un monde plus juste. Le pape François disait « Les grands défis sociaux et les processus de pacification ne peuvent se passer du dialogue entre les gardiens de la mémoire, les personnes âgées et ceux qui font avancer l'histoire, les jeunes. » En conclusion, la réponse à la profitation, l'émergence d'un monde plus pacifié et plus juste demeure un vœu et le restera encore longtemps. Le monde est parsemé de sollicitations en tout genre, bonnes et mauvaises. Lorsqu'elles tombent sur des personnes qui n'ont pas en elles les éléments suffisants pour discerner et lutter contre les mauvaises idées, c'est à ce moment que commence la profitation. Les solutions précédentes contribuent à en altérer les effets, mais force est de constater qu'elles ne sont pas efficaces à 100%. Elles doivent toutes avoir été précédées d'une prise de conscience de la part de l'individu afin de se conformer à des valeurs de respect et d'amour. Dans son message pour la 55e journée mondiale de la paix du 1er janvier 2022, le pape François nous invite à développer 3 voies pour une paix durable: le dialogue intergénérationnel, l'éducation et le travail. La parole de l'Église est sans concession. Elle garantit une société juste. Puissions-nous tous l'entendre et la suivre, le monde serait certainement meilleur et sans profitation. Je voulais enfin relever un petit aspect qui peut nous concerner en ce temps de carême. Lorsque nous avons des baptêmes, des mariages, des célébrations ou simplement nos messes, nous aimons avoir des lieux de culte propres, bien nettoyés, brillants, nickel, permettez-moi le mot. Mais qui sont les personnes qui s'occupent de l'entretien? C'est parfois des personnes âgées, il y en a même qui sont malades, ou quelques personnes qu'on dit ayant quelques activités au sein de la paroisse. Mais cela est insuffisant. Nous sommes des chrétiens, nous devons être tous concernés par l'entretien de nos lieux de culte. Qu'on soit proche de l'Église ou moins proche de l'Église, l'Église est notre famille, notre maison. Ne pas y prendre part à certaines activités, n'est-ce pas aussi de la profitation? Sur ce, je vous souhaite une excellente montée vers Pâques. Je me joins à ces vœux à mes frères Donald Wafa, curé de Capesterre de Marie-Galante, à Merlin Bamagida Serge, curé de Saint-Louis, et bien sûr à mon frère et aîné, M. Edmond Lanclas, qui m'a permis de développer ce thème de la profitation avec vous. J'ai une pensée aussi pour notre aîné confrère prêtre à Marie-Galante, le père Pélage Berka. Bonne montée vers Pâques à tous et à toutes.